Vérone. On pourrait dresser un portrait idyllique et romantique s'il nous fallait simplement nous fier à la légende et à la renommée qui accompagne ce nom. Si tant est-il que les prénoms pourraient avoir une influence sur la personnalité des individus, point n'est alors besoin de lire dans une boule de cristal ou interroger des astres, car en réalité, c'est un astre. Le destin exceptionnel et fabuleux de Vérone Mancour est la preuve que la nature farçonne les humains selon la voie que l'on s'est tracée dès le départ. Tout comme cette belle province de l'Italie qui s'offre généreusement à l'attrait touristique du visiteur, Vérone a bâti sa réputation sur un certain nombre de valeurs. Ainsi, dans un environnement de plus en plus imprégné des technologies de l'information et face à tous ces pesanteurs qui tirent l'Afrique vers le bas, il avait peu de chances de ne pas baigner dans du social. À la vérité, si les réseaux sociaux se l'arrachent aujourd'hui, c'est bien évidemment qu'il est à la base d'une révolution qui est tout d'abord sociale avant d'être technologique. L'histoire de Vérone Mancour et de VMK commence en 2006. À l'époque, ce n'était pas encore VMK, j'étais employé quelque part d'autre. Et j'ai commencé à me dire que la connexion en Afrique coûtait trop cher, la technologie coûtait trop cher, il fallait donner accès à tout le monde, au plus grand nombre en tout cas, à la technologie. Et j'ai commencé à réfléchir sur la conception d'un ordinateur. Et le projet a mûri pour devenir une tablette un an plus tard. Et de 2007 à 2010, ce fut la période de recherche et développement. Ensuite, cette période passée, nous sommes passés à l'étape de recherche et financement. En 2011, on présentait notre premier produit qui était la tablette, ce qui était une grande chose une bonne chose en tout cas, parce que c'était la première fois que ça se faisait dans ce continent. Et un an plus tard, nous avons réitéré notre expérience avec cette fois-ci un smartphone, qui est aussi, je pense, quelque chose de grand, pas pour nous, mais pour le nombre de personnes qui auront accès à cette technologie parce qu'elle sera devenue abordable. Et vous savez, le pire dans un projet, c'est que ce projet, quand ça prend du temps, ça altère un peu votre foi en ce projet. Vous commencez à vous poser des questions parce que plus un projet est grand, plus vous rencontrez un grand nombre d'obstacles dans la vie de ce projet-là. Et moi, j'ai su tenir, j'ai su regarder fixement, j'ai su fixer mes objectifs et je les ai atteints. Voilà, c'est le plus important. Et c'est vrai, il fallait être un peu fou pour y arriver. Et de toute façon, il y en a qui disent que ceux qui sont assez fous pour croire en leurs rêves réussissent à les réaliser. Et moi, j'étais assez fou pour croire que je pouvais créer une tablette, à concevoir en tout cas. On s'est dit qu'il fallait donner la technologie à tout le monde. Il fallait que tout le monde puisse avoir accès à la technologie. Nous avons commencé avec la tablette. Mais je ne considère pas que donner la technologie à tout le monde, ça s'arrêtait à concevoir une tablette. Il y a beaucoup de façons de transmettre cette technologie-là. Et un smartphone était quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien des Africains. On l'a déjà réussi avec le téléphone et le smartphone, c'est juste cette fonctionnalité qu'on a ajoutée encore au téléphone pour permettre à tout un chacun d'avoir une vie assez facile et assez ouverte au monde. Et nous, on s'est dit que la technologie passait aussi par le smartphone et nous avons décidé de travailler sur un smartphone. La tablette n'aurait connu ou pas un succès, mais nous aurions quand même travaillé sur un smartphone parce que ça constituait pour nous un défi. Si ce défi semble lui avoir permis de concrétiser ses ambitions et celles de tout un continent longtemps banni de la civilisation du savoir, les innovations apportées par ce natif de Brazzaville au Congo dans l'univers des TIC semblent avoir repositionné l'Afrique dans le concert des nations. Du travail, de l'acharnement, mais surtout de l'audace, qui ont fini par faire de son histoire une aventure unique, parfois épique, mais toujours stimulante. Nous avons eu, bien entendu, beaucoup de difficultés. Et la plus grande, certainement, c'est la recherche financement. Vous savez, on a grandi à l'école, on nous disait toujours que l'idée commence d'abord, après le financement, on le trouve après. Chez moi, j'ai eu l'idée, mais le financement, j'ai vraiment peiné pour le trouver. Et la recherche de financement, les problèmes de financement ne peuvent pas écarter les autres problèmes tout aussi importants. Je prends le cadre de la recherche, à partir de recherche et développement. Vous savez, les tablettes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Afrique. Et quand on voulait se former sur cela, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup de recherche, il fallait beaucoup de formation, il fallait beaucoup de connaissances. Et malheureusement, pour nous, les pays francophones, d'abord, on n'a pas beaucoup de librairies, de bibliothèques où on peut s'approvisionner en livres
comme on le souhaiterait. Du coup, j'ai dû beaucoup voyager pour aller d'abord rechercher le contenu, rechercher la connaissance, et ensuite c'était la phase de recherche et financement. En gros, c'est cette difficulté d'avoir des cycles qui nous permettraient ici en Afrique francophone, en tout cas chez moi au Congo, pour pouvoir accélérer ce projet et ensuite le financement. La durée, la vie d'un produit, il y a plusieurs étapes. On a le prototypage, on a d'abord la recherche et le développement, le prototypage et puis la production. Pour le cas de la recherche et du développement, je n'ai eu aucun soutien. Pour le cas du prototypage aussi, je n'ai pas eu de soutien. Ça, c'est un fait. Ce n'est que dans la partie de la recherche, dans la production, la recherche et financement, pour la production que j'ai eu un soutien qui est un soutien de taille parce que c'est l'État congolais qui a mis de l'argent dans la poche pour pouvoir m'aider sur ce projet-là. Mais vous savez, quand on s'illustre dans un projet où on ne vous attend pas, où on se dit que nous, on est zéro dedans, difficile de fédérer les gens autour de vous. On a cherché le financement, c'était assez frustrant parce que tout était là, mais c'était le financement qui manquait. Absence de moyens financiers ou manque de volonté pour investir dans un secteur qui tranche avec les besoins primaires de la population urbaine et rurale africaine. L'État congolais a flairé le bon coup de Mankou et y a injecté des capitaux. Mais combien de pays africains ont compris que la technologie a des solutions pour booster l'économie de l'Afrique? Généralement, même partout en Afrique, on se dit que les gouvernants ou les gouvernements n'investissent pas trop dans les projets jeunes. Mais l'exemple est que la tablette a pu arriver sur le marché via l'aide d'un gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être noté, que parfois la réalité est souvent différente. C'est vrai que le pourcentage des jeunes entrepreneurs ou des jeunes concepteurs de projets qui viennent demander le financement est très faible quand on voit la concrétisation de ces projets derrière. Mais je pense qu'il y a une volonté quand même dans certains pays d'aider la jeunesse, mais face aux réalités que nous avons, d'ordre sécuritaire, d'éducation, sanitaire et tout, on considère que le pourcentage est encore faible, mais c'est la volonté qui compte, c'est l'acte qui compte. Même aujourd'hui, il faut le reconnaître que quand on sait que nous n'avons pas beaucoup de routes en Afrique, nous n'avons pas beaucoup d'écoles et tout, on comprend que l'importance des décisions de nos gouvernants, en tout cas, soit dirigée vers ces domaines-là. Mais lorsque j'ai commencé à parler du projet de la tablette autour de moi, je ne vous cache pas que ça fait rire. Mais vous savez, c'est même ça, un projet, c'est vous-même qui vous le donnez la dimension dont vous avez besoin qu'elle puisse atteindre. Et moi, j'ai continué à croire à mon projet. Plus je croyais à mon projet, plus j'ai commencé à fédérer les gens autour de moi. Et plus le projet devenait concret, plus le ressentiment des gens autour de moi changeait. Du coup, je me suis levé un jour en disant que je vais faire une tapette. Bien entendu, ça faisait rire, mais après, ça devenait sérieux. Et là, j'ai eu beaucoup de soutien. Un succès sur lequel voudrait s'inscrire le nouvel envol économique d'un continent qui n'a toujours pas cru en ses potentialités. Les mentalités doivent refonder les habitudes et donner un élan à la croissance économique et sociale. Bon, vous savez, moi j'ai appris quelque chose. Vous savez, moi au Congo d'en face, tout comme les deux Congos, on a connu des périodes assez troubles. Et de ces périodes, il en est ressorti que vouloir se venger n'emmène jamais à quelque chose de bon. Donc on ne peut pas parler de sentiment de revanche. Non, moi je dois plutôt parler d'appartenance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite, où la technologie, on voit les entreprises qui sont en train de s'illustrer dessus un peu partout. Et on doit s'approprier cette technologie-là. Et si on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous. Moi, je me suis dit, si il faut attendre que les autres commencent toujours par faire pour que nous, on puisse suivre, ce n'est pas une bonne façon d'avancer. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose qui était assez délicat à l'époque, mais je pense assez crédible pour l'Afrique. Alors, la RDC a beaucoup de richesses, c'est vrai. Il y a beaucoup de composants. Il y a beaucoup de richesses de son sol qui, une fois transformés, se retrouvent dans nos produits. Mais le problème est que, comme pour la plupart des pays africains, nous avons de la richesse, mais nous savons extraire cette richesse, mais nous ne savons pas la transformer sur place. Ce qui fait que les composants que nous utilisons dans nos produits